Bonjour et bienvenue à tous. Merci de me rejoindre et un merci tout particulier à chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés sur Substack, Patreon, ici sur YouTube ou qui avez soutenu mon travail d'une autre manière. J'apprécie énormément votre aide. L'UE est à court de moyens pour saper ce qui reste de sa crédibilité, s'il en reste encore, bien sûr. L'Union européenne travaille toujours d'arrache-pied pour trouver une faille juridique lui permettant de saisir les avoirs souverains russes qu'elle a gelés. Cette semaine, l'UE va dévoiler une idée peu conventionnelle qui pourrait débloquer des milliards d'euros d'actifs russes gelés sans techniquement les voler, du moins selon l'UE. Elle qualifie cette nouvelle idée de solution créative qui, comme nous le comprenons tous, vise à offrir davantage de moyens pour financer la guerre par procuration en Ukraine. Aujourd'hui, nous allons analyser en détail ce que ce nouveau plan de l'UE implique réellement et pourquoi cette initiative désespérée suscite des interrogations aussi bien à Bruxelles qu'à Moscou. Nous examinerons également les dernières déclarations de Donald Trump sur l'OTAN, les sanctions et ce que tout cela signifie pour l'avenir du conflit en Ukraine. Depuis 2022, l'UE a gelé près de 200 milliards d'euros d'actifs russes, dont la plupart sont détenus par Euroclear, une institution financière basée à Bruxelles. Mais voici le problème. Alors que l'UE affirme, et le mot « affirme » est ici essentiel, qu'elle peut légalement saisir les intérêts générés par ces actifs, le capital lui-même, l'argent effectivement gelé, le principal, reste juridiquement intouchable. À présent, les intérêts ne peuvent pas non plus être légalement saisis, malgré les affirmations de l'UE. Les prendre ainsi viole tout simplement les lois internationales sur la propriété. Imaginez que votre banque décide soudainement de pouvoir saisir les intérêts générés par votre compte d'épargne ou vos investissements simplement parce qu'elle n'approuve pas l'une de vos actions. Il n'y a tout simplement aucune zone grise ici. C'est illégal. Pourtant, l'UE vise le capital intact. Il s'attaque maintenant au principal. Elle affirme que l'Ukraine fait face à un déficit budgétaire de 8 milliards d'euros en 2026. Il faut comprendre qu'en Ukraine, les hommes peuvent soit travailler, soit, si leur employeur ne les réserve pas, être envoyés sur le front. Il n'y a pas d'alternative en Ukraine. L'économie ukrainienne est morte, et vous savez, le conflit n'est pas la seule raison. Le conflit armé n'est pas la seule raison pour laquelle elle est morte. Des années de corruption à tous les niveaux de gouvernement, ainsi que des politiques gouvernementales conçues pour servir les intérêts d'un groupe restreint de personnes, sont également responsables de l'effondrement de l'économie. Alors, quelle est la nouvelle idée de l'UE? Au lieu de remettre directement les avoirs russes à l'Ukraine, ce qui serait un véritable champ de mine juridique, Bruxelles veut remplacer ces avoirs par des reconnaissances de dettes garanties par l'UPOM. Et voici comment cela fonctionnerait. L'UE émettrait des obligations à coupon zéro, garanties conjointement par ses États membres. Ces obligations seraient échangées contre les dépôts portant intérêt actuellement détenus à la Banque centrale européenne. De cette manière, Zelensky reçoit l'argent à l'avance sous la forme d'un soi-disant prêt de réparation. L'UE travaille jour et nuit pour détourner l'argent de manière très créative, alors qu'elle tente désespérément de maintenir la guerre par procuration contre la Russie, en utilisant l'Ukraine comme outil. Et il y a aussi un piège. L'Ukraine n'aura pas à rembourser le prêt, à moins que la Russie ne paie finalement des réparations pour la guerre. C'est un pari sur l'avenir, enveloppé dans une structure financière qui évite techniquement l'expropriation des biens russes. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été celle qui a présenté ce nouveau plan lors de son discours sur l'état de l'Union. Elle a déclaré que l'Ukraine ne rembourserait le prêt que lorsque la Russie paierait les réparations. L'argent aidera déjà l'Ukraine dès aujourd'hui.
Il ne s'agit pas seulement de manipulation comptable, comme vous pouvez le constater, il s'agit de détourner les lois. L'initiative de l'ULE pourrait créer un précédent quant à la manière dont les pays occidentaux utilisent les systèmes financiers comme instrument d'agression contre des États non alignés. En réalité, cette approche est également très à courte vue. Plus aucun État souverain ne ferait confiance à l'UE pour gérer ses fonds souverains. Plus maintenant, ils ne le peuvent pas. Ce serait insensé de leur part. Von der Leyen se rend compte qu'il existe des obstacles à son plan encore en gestation. Les États membres doivent encore approuver à l'unanimité les garanties derrière les obligations. La Belgique et Euroclar ont déjà exprimé leurs inquiétudes et, à juste titre, ils ont averti que ce plan pourrait entraîner un chaos juridique ou une réaction négative des investisseurs, ou les deux, bien sûr. Pourtant, en coulisses, les responsables financiers de l'UEMR restent prudemment optimistes. Selon des sources internes, et d'après un article publié par Politico, la proposition gagne du terrain, même si elle n'a pas encore été officiellement adoptée. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, Trump envoie un message très différent. Dans une publication sur sa plateforme Truth Social, Trump a déclaré qu'il était prêt à imposer d'importantes sanctions à la Russie, mais seulement si tous les pays de l'OTAN cessent d'acheter du pétrole russe. J'ai une vidéo séparée à ce sujet sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à la regarder ensuite pour plus de détails si cela vous intéresse. Trump a également évoqué l'idée que l'OTAN impose des droits de douane de 50% à 100% à la Chine pour ses achats continus de pétrole russe. Il a affirmé que cela permettrait, je cite, « d'aider à mettre fin à la guerre ». Trump ne s'est d'ailleurs pas arrêté là. Il a critiqué les membres de l'OTAN pour ce qu'il a qualifié d'engagement envers l'Ukraine inférieur à 100% et a accusé certains pays de saper l'alliance en continuant d'acheter du pétrole russe. Bien sûr, il a cité la Hongrie, la Slovaquie et la Turquie. La Turquie est le troisième plus grand acheteur de produits pétroliers russes. La position de Trump met en lumière une profonde division au sein de l'Occident. Alors que l'UE cherche des failles financières nuancées, très créatives pour saisir les fonds souverains russes, Trump prône une guerre économique totale, mais seulement avec l'adhésion complète de l'Alliance. Trump comprend également qu'augmenter la dépendance de l'UEMOR aux importations d'énergie américaines représenterait une excellente opportunité financière pour les États-Unis. Et en plus, cela pourrait servir de levier à l'avenir. Ainsi, les États-Unis ont beaucoup à gagner, tandis que l'Union a beaucoup à perdre. Si l'Union européenne avance avec son plan de prêt pour les réparations, cela pourrait débloquer des dizaines de milliards pour continuer à financer les fusions de sang. Ce qui est clair, c'est ceci. La guerre financière est désormais tout aussi importante que la stratégie sur le champ de bataille. Que ce soit par le biais d'obligations soutenues par l'ULO ou de sanctions massives, l'Occident réécrit les règles du conflit géopolitique. Il est prêt à tout pour sanctionner la Russie, tout en serrant la main d'un criminel de guerre recherché par la CPI. Si l'UME a encore la moindre crédibilité, elle est sur le point d'en perdre les derniers vestiges. Mettez un pouce bleu à cette vidéo, pensez à la partager et abonnez-vous sur YouTube. J'aimerais beaucoup vous retrouver pour ma prochaine vidéo demain. Et si vous aimez lire pour plus de contenu, retrouvez-moi sur Substack et Patreon. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. I'll see you in my new one tomorrow. Take care.